Déjà qu'il y avait la concurrence des achats sur Internet, celle des supermarchés, le tourisme d'achat, comme si ça ne suffisait pas, la crise du coronavirus est venue frapper de plein fouet les petits commerces. Plus de clients, plus de revenus, magasins fermés pendant près de 2 mois. ABE vous a raconté le combat quotidien des petits commerçants pour leur survie. Où en sont-ils aujourd'hui? François Jeannet a continué à les suivre. On retrouve d'abord Quentin Weidli, le fleuriste, à l'aube du matin quand il retournait pour la première fois installer son stand au marché genevois de Rives. C'est une commande qu'on a reçue par Internet qui va à Verrier, qui sera livrée tout à l'heure, si on arrive encore mardi. Voilà, elle voulait quelque chose de coloré. Pour surnager, certains commerçants ont bricolé. Livraison, vente directe, il a fallu réagir très vite, souvent avec succès. Merci, très belle semaine. Ça marche, merci. C'est un engouement pour la fleur de gens qui sont coincés à la maison et qui sont heureux qu'on puisse faire les livraisons pour leur amener ce petit quelque chose qui leur manque dans leur maison. Alors c'est le nouveau départ? Nouveau départ, oui. On a l'impression de recommencer l'année. Ça fait combien de temps? Je sais pas, j'ai arrêté de compter, ça fait 8 semaines. C'était le 17 mars, le dernier marché. Ce samedi 16 mai, le soulagement est palpable. C'est le grand retour sur le marché à Rives. Bien. Bonjour. Nous d'habitude on a le stand là en bas du trottoir. Puis on a les tables et on bosse sur la ligne blanche si tu veux. Mais comment ça se passe avec les clients? Les clients seront-ils au rendez-vous? Comment faut-il s'installer? Les doutes s'enchaînent aux questions. Ben, c'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. On n'a pas le droit de laisser les gens prendre les fleurs eux-mêmes. Alors je sais pas. Je sais pas comment m'installer encore. Là, il y a du nouveau, quoi. Ah là, c'est tout à nouveau. C'est tout à l'envers dans le camion. On sait pas par où prendre. D'habitude, on est 3. Mais il y a aussi un peu plus de marchandises d'habitude. Alors Marie, ce matin, elle va vendre à l'établissement. Isabelle me rejoint à 7h. Puis on verra pour la suite. Ça recommence, ouais. On va voir si les clients vont nous reconnaître avec nos masques. Pas nécessaire de porter un masque, mais il faut veiller aux distances et ce n'est pas toujours facile. Ah, parce qu'on est plus devant. Oui, mais les fleurs sont plus derrière. Donc elles n'auront pas le soleil. Ah, vous pouvez encore avancer et on va pas rater les plus loin. C'est sympa. Non, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents de nous voir. Économiquement, c'est... Je sais pas, on verra. J'ai dit on fera les comptes à la fin de l'année. Moi, je sais pas si vous arrivez à sentir avec le masque. Chez Jousson-Fleur, tout le monde a gardé son emploi. L'entreprise a profité des crédits débloqués par les autorités, mais en les touchant à peine. Par prudence, elle ne remboursera pas tout de suite. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Avec la crise du Covid, les maraîchers, eux aussi, ont dû, dès que possible, monter leur stand au domaine et organiser une vente directe à la ferme. Pour le domaine des violettes à Ballan, les conséquences financières ont fait mal. Financièrement, ça marche beaucoup moins que le marché. C'est peut-être 10 ou 15 fois moins. On n'a pas fait le calcul très précis. Il se trouve qu'on a des clients super qui nous suivent, qui viennent de Nyon, de Lausanne ou de Morges jusqu'à la ferme pour avoir des légumes. Mais c'est une petite partie de ces gens qui peuvent se déplacer. C'est vrai que de Lausanne ou Nyon jusqu'au domaine, il faut bien compter 30 km. Parce que... Gilles Roch aujourd'hui est donc plus que soulagé de retrouver les marchés en ville, même s'il y a des contraintes. Donc on a 2 mètres. Ça reprend gentiment, mais la vente se fait au ralenti du fait que le client n'a plus contact avec la marchandise. Et puis la vente se fait par étapes. Super, et puis encore un paquet de fraises. Volontiers. On a dû changer un peu toute notre manière de fonctionner parce que d'habitude les gens se servent et nous donnent les paniers quand ils sont prêts, nous on met dans les sacs et tout ça. Donc là on est plus à travailler avec chacun un rôle spécifique.
Les clients doivent faire preuve de plus de patience. Un petit peu, je pense. Mais dans ce qu'on nous dit, ça va quand même assez vite. Ils n'attendent pas plus qu'une vingtaine de minutes et ils sont très patients, très gentils, très tolérants. Donc on n'a que des retours positifs, ce qui est cool. Vous aussi, merci, au revoir. La crise du Covid n'a pas fait de dégâts en termes d'emploi. Gilles Roch a pu garder toutes ses collaboratrices et collaborateurs, même si le chiffre d'affaires n'a pas encore retrouvé un niveau habituel. Maintenant, on est peut-être à 60%. Mais il y a aussi le fait que les gens sont un peu plus, on va dire, ont pris conscience qu'il y avait une production locale et puis qu'on pouvait livrer des produits à un moment où ils en avaient vraiment besoin. Donc il y a des plus et des moins dans cette situation. On est moins individualiste, j'imagine, à 2 mètres, parce que les gens peuvent se voir que quand ils sont les uns sur les autres pour être les premiers à prendre les légumes. Et je pense qu'on a plus de solidarité. Donc il y a quand même du positif. Et on gardera certainement des idées de faire en sorte que les gens soient tous servis les uns après les autres. Et voilà, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Quand nous l'avions rencontrée en avril, Sabrina Hauser dénonçait le bail de l'agence de voyage qu'elle avait ouverte 2 ans plus tôt à Cernier, dans le Val-de-Rue. Avec la crise du Covid, Sabrina et son conjoint ont consenti à plusieurs sacrifices. Il le fallait pour nouer les 2 bouts. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas toujours forcément où mettre la priorité en fait, mais on a besoin d'un toit sur la tête, ça c'est sûr, et je dois pouvoir nourrir mes enfants. Et là, comment est-ce que vous voyez la suite ? J'essaie de pas trop y penser parce que j'ai déjà fait beaucoup de nuits courtes, voire même des nuits sans sommeil, et plus je me projette et plus j'ai peur. 2 mois plus tard, les nuits de Sabrina Hauser sont plus calmes. C'est vrai que la diffusion de son témoignage dans Un bon entendeur du 28 avril a provoqué un élan de solidarité qui l'a beaucoup touchée. Ça s'est exprimé par le biais de téléphone, d'email, également de dons anonymes ou nominatifs. Mais vraiment, beaucoup de gens m'ont contacté aussi téléphoniquement pour me dire « on t'a vu à la télé, tu nous as fait tellement mal au cœur ». Donc c'est vrai que c'était vraiment intense. Mi-juin, le marché des voyages reste sinistré. Sabrina travaille désormais de la maison. Elle consacre 1/3 de son temps à son agence de voyage. Je gère toujours beaucoup d'annulations de voyages. Au moment de l'arrivée du Covid, on était aux vacances de Pâques et là, on approche des vacances d'été. Donc effectivement, je gère toujours les mêmes problématiques à ce jour. Sabrina Hauser, aujourd'hui, attend et se réjouit d'une reprise de son activité de voyagiste. Dans l'intervalle, elle a accepté quelques propositions momentanées d'occupation professionnelle et elle prend les choses avec philosophie. Les choses n'arrivent jamais par hasard, donc maintenant je cherche le côté positif de tout ça et justement une potentielle reconversion peut-être, combinée avec l'agence bien sûr. Magnifique, merci pour le téléphone, au plaisir, merci à vous aussi, au revoir. Et ça continue. Esmeralda et Thierry Ducrot, bonsoir. 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 Alors, on vous avait vu dans une émission à Bon Entendeur précédente, et ce qui nous avait évidemment frappé, c'est que vous êtes mari et femme, vous avez 2 commerces, et ces 2 commerces sont situés dans la même rue, à quelques mètres de distance. Thierry, vous tenez un tea room, et Esmeralda, un salon de coiffure, et tout ça à Clarens. Alors, Thierry, je vais commencer par vous. Lorsqu'on vous avait rencontré, le confinement venait de démarrer, vous étiez extrêmement inquiet pour l'avenir de votre tea room. Vous avez senti un grand stress passer, c'est juste ? C'est juste. Même, c'était très dur parce qu'on me dit « ouais, tu peux te reposer, ça va aller ». Mais je dis « non, ça va pas aller parce que là, il faut payer les factures, les 3 loyers à payer ». On a demandé de l'aide, mais c'était très dur. Ouais. Très dur. Donc c'est vrai que tout d'un coup, du jour au lendemain, plus un franc, quoi. Plus rien. Vous, Esmeralda, vous étiez un tout petit peu plus optimiste, mais vous étiez quand même inquiète. Bien sûr, parce que bien sûr j'étais inquiète et pour moi et pour lui, mais je dois dire que c'était surtout pour lui parce qu'il venait d'ouvrir, ça faisait 6 mois. Ouais. Et là, toutes les réserves... Là, c'est difficile. Ouais. Oui, c'était difficile.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, pendant cette période très difficile, d'avoir été aidé par l'État, par la commune, par des gens? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a aidé, Esmeralda? Alors, aider, oui, on a été aidé parce que rapidement, on a fait la demande pour un prêt. Oui. Et on a pu l'obtenir assez vite. Simplement, évidemment, c'est que le 10% de notre chiffre d'affaires, donc ça a été peu. Oui. Et là, on s'est inquiété. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais payer en premier? Et c'était difficile à gérer ça. Et puis après, on a eu de l'aide des APG, mais qui sont venus beaucoup plus tard. Assurance perte de gain. Exactement. Par contre, Thierry, du côté du loyer et du bailleur, certains commerçants ont été aidés. On leur a réduit les loyers ou même supprimé. Mais vous, ce n'était pas tout à fait le cas. Pas du tout. Alors nous, on a écrit 2 fois des recommandés. Les 2 fois, c'était des réponses négatives. Et mon épouse, ça fait 18 ans qu'elle a son commerce. Elle n'a pas payé le loyer de avril. Et après, une semaine après, elle a reçu une mise en demeure. Ah ouais, d'accord. Oui. Et puis, bon, vous avez 2 enfants. Oui. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce confinement et puis votre situation difficile? Comment ils l'ont vécu? Alors, ils étaient tristes, évidemment. Ils étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop comment nous aider, puisqu'ils sont tous les 2 étudiants. Oui. Et ils se disent, mais on n'a pas tellement d'argent et comment on va faire pour aider nos parents? Et là, c'était chou parce qu'on a su plus tard qu'ils avaient mis dans une enveloppe toutes leurs économies. Avec un grand cœur, ils l'ont mis dans la boîte aux lettres pour pas qu'on sache que c'était eux. Ah, vous ne saviez pas que c'était eux? Non. Non, c'est après. Ça nous a beaucoup touchés. Ouais. D'ailleurs, je voulais aussi dire qu'on a eu de l'aide des amis et j'aimerais aussi en ce moment leur remercier d'une façon ou d'une autre, remercier tous ceux qui nous ont aidés et de l'encouragement et aussi financièrement quelques-uns. Thierry, est-ce qu'il y a des moments, quand on voit que ce confinement se prolonge, que ça n'en finit pas, qu'on n'arrive pas à rouvrir, on n'a pas le droit de rouvrir, est-ce qu'il y a des moments où on se dit, bon, j'arrête tout, je laisse tomber? Non, je n'avais pas envie d'arrêter parce que pour moi, comme j'ai dit au reportage, c'était un rêve de me lancer dans quelque chose à moi. Puis je me suis dit, mais je ne vais pas arrêter maintenant, ce serait trop triste. Moi, je me dis, on va y croire, puis dès que ça rouvre, on va se donner à fond, puis recommencer. Alors justement, maintenant, ça a rouvert depuis quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cappuccinos, les croissants, ça marche? Il y a du monde? Ah, il y a du monde, je suis content. Ouais, ça suit bien. J'ai toujours mes habitués qui viennent tout le temps. Ça, je les remercie beaucoup, ils me soutiennent. Des gens qu'on ne connaissait pas, grâce à l'émission. Qui sont venus? Qui sont venus, Oui. pour voir où c'était le petit Terum. Et comme ça marche bien, je suis content, c'est reparti. Et vous, Esmeralda? Alors, la coiffure, c'est reparti? Le mois de mai est parti vraiment en flèche. Je ne savais plus où donner de la tête. C'était vraiment beaucoup. Et aussi grâce à l'émission, quelques-uns. Mais le mois de juin, là, il est un peu plus calme. C'est normal. Les gens, ils ont déjà tout fait. Ils ne vont pas se faire coiffer tous les 10 jours non plus. Exactement. Mais je suis contente et je suis aussi optimiste. Et puis, est-ce qu'à cause de la situation sanitaire, donc il y a eu des modifications à faire? Par exemple, vous avez dû modifier des choses? Oui, j'ai dû supprimer 2 places et j'ai 2 bacs à shampoing. J'ai dû supprimer 1. D'accord. Une seule personne à la fois. Finalement, Thierry et Esmeralda, comment vous voyez l'avenir? Si je reviens dans 5 ans dans votre rue à Clarens, est-ce qu'il y aura toujours un tea room et un salon de coiffure ou est-ce qu'il y aura autre chose? Qu'est-ce que vous en dites? Ah non, moi je vais garder ça. Je ne vais pas arrêter de dire, tiens, il y a une deuxième vague qui arrive peut-être, je ne vais pas baisser les bras comme on dit, mais je vais aller de l'avant. Mais s'il y a une deuxième vague, par contre, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être très, très compliqué. Ça va être fini. C'est fini, vous dites? Oui. Vous en sortiriez pas s'il fallait refermer? Refermer après pour remonter, j'arriverai pas. Non. Non, trop dur. Mais on va espérer, et puis dans 5 ans, j'espère de vous coiffer. On ne sait jamais. Alors, je prendrai un café en sortant. Très bien. Volontiers alors. Esmeralda et Thierry Ducrot, merci infiniment d'être venus sur le plateau d'À Bon Entendeur. Et puis, tout de bon pour la suite, bel été, et puis courage. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Et puis, souvenez-vous, pendant la crise, on avait aussi rencontré Jimmy Esposito. Ça faisait moins d'1 an qu'il avait ouvert une petite boutique de produits dérivés à B. En temps normal, son petit commerce lui permettait tout juste de vivre, mais la fermeture brutale l'a évidemment plongé dans une situation catastrophique. Plus aucune vente du jour au lendemain. Voilà ce qu'il nous disait le 28 avril dernier.
Oui, alors en ce moment, le frigo, on va dire qu'il fait un peu la grimace parce que il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un peu l'état actuel des choses. Voilà, ça représente bien la situation. Vous faites des courses? Je ne peux pas faire de courses parce que comme du coup, je n'ai absolument plus aucun revenu. Donc pour le moment, je ne peux pas me permettre de faire des courses. Et comment vous faites pour manger? Pour manger, ce qui est assez pratique, c'est que mes parents habitent pas loin. Donc du coup, c'est vrai que le soir, je mange avec eux. Et pour le matin et le midi? Le matin et le midi, c'est un peu plus compliqué parce que je m'alimente pas spécialement. Donc à part quand justement je leur demande peut-être un petit 20 francs par-ci pour m'acheter un sandwich. Enfin voilà quoi, c'est un peu compliqué. Bonsoir Jimmy Esposito. Bonsoir. On vient de vous voir là, il y a quelques semaines, vous étiez vraiment mal, au fond du trou là. Effectivement, ça a été une phase un peu difficile. Ce qui est incroyable, c'est ce qui s'est passé après l'émission. Les gens ont réagi, racontez-nous un peu. Oui, tout à fait. Les gens ont réagi et d'ailleurs ça m'a surpris. On va dire que j'ai trouvé des belles surprises rentrant chez moi ou en arrivant au magasin. J'ai trouvé des cornets avec de l'alimentation à l'intérieur. Donc j'ai vraiment trouvé ça mais très solidaire. C'est le public qui vous aidait en fait. Ouais, exactement. À part les téléspectateurs, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on vous a aidé, que la société vous a aidé dans cette période de crise? Alors, à part les téléspectateurs, pas tellement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau étatique, j'ai quand même trouvé que c'était un peu léger. Concrètement, vous avez demandé de l'aide? Concrètement, oui, j'ai fait Parce que votre boutique était fermée, donc vous n'aviez plus de revenus, en fait. Ah oui, non, alors ça s'est arrêté du jour au lendemain, je n'avais absolument plus de revenus. Donc j'ai demandé les APG, et puis justement, elles m'ont été refusées. J'ai fait un recours quelques semaines plus tard, et encore une fois, la réponse a été négative. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous a refusé ces APG? Parce que, selon eux, je n'avais pas de salaire, donc je n'avais pas le droit aux APG. Ah, donc quand vous gagnez rien, on ne vous aide pas? Exactement. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce genre de situation? J'ai ressenti qu'au fait, on n'avait pas du tout été aidé concrètement comme l'avait promis le Conseil fédéral. Vous étiez quoi, déçu, en colère, fâché? J'étais non seulement déçu, mais surtout très en colère. Parce que voilà, il y avait quand même les charges à payer, il y avait tout ce qui était alimentaire aussi, parce que bien sûr, je n'ai pas pu payer les charges du magasin, mais entre autres, je n'avais absolument plus de revenus pour le privé. Mmh. Donc c'était très difficile. Heureusement que vos parents étaient là. Exactement. Donc c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Donc c'était vraiment très sympathique de leur part. Vous auriez pu tenir encore un moment avec le magasin fermé, ou bien ça a été un grand soulagement quand c'est reparti? Ça a été un grand soulagement quand c'est reparti, parce que là, c'était juste plus possible. J'ai plus pu payer quoi que ce soit, parce que je n'avais absolument plus de rentrée d'argent. Et aucune aide? Non. Est-ce que vous avez demandé un prêt? J'ai demandé un prêt. Au début, les banques l'ont refusé. J'ai reçu quand même quelque chose, mais voilà, sur 10% de chiffre d'affaires, quand justement, on n'a pas grand-chose... Vous n'aviez pas grand-chose? C'est ça. Ouais, donc c'était un tout petit prêt. C'était un tout petit prêt qui m'a servi les premières semaines à pouvoir m'alimenter. Aujourd'hui, votre boutique d'objets fashion, un peu geek comme ça, elle a réouvert. Comment ça marche? Les gens viennent ou pas? Alors, les gens viennent. Les gens étaient très contents de la réouverture, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, c'est toujours encore timide. Donc, il faudra attendre quelques mois avant que ça se stabilise. D'après moi, avant les 3 prochains mois, parce qu'en plus, maintenant, il y a la période estivale. Donc ça va être un peu compliqué encore quelques temps et après je pense que ce sera stabilisé. Est-ce que les clients que vous voyez débarquer aujourd'hui dépensent autant que ceux que vous aviez avant le coronavirus? Certains oui, parce qu'ils sont passionnés. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau dépenses, les gens sont quand même un peu timides parce que je pense qu'on a vraiment tous un peu ramassé. Vous êtes marqué par cette crise? Je suis assez marqué. Après, il n'y a pas que du négatif, parce que j'ai été aussi très marqué de toute la solidarité, justement après l'émission. Mais c'est vrai que la période où tout était fermé, c'était quand même étrange. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver une fois à compenser ce trou? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, vous serez revenu à ce que vous auriez été s'il n'y avait pas eu la crise? Je pense que pas totalement, mais une bonne partie. Vous avez bon espoir pour la suite? J'ai assez bon espoir car j'ai
justement remarqué que les gens revenaient facilement. Donc maintenant, on verra bien comment ça se passe. Si je reviens dans 5 ans à B, votre boutique sera toujours là? Je pense que j'aurais tout fait pour encore être là, oui. D'accord. Eh bien, Jimmy Esposito, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Puis surtout, courage et tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. D'autres commerçants ont vécu des fortunes diverses avec cette crise. À Lausanne, Randy venait d'ouvrir un bar à cocktail quand un convive indésirable et inattendu a débarqué, le coronavirus. Résultat, fermeture brutale du bar le 16 mars, mais le tenancier restait confiant puisqu'il avait souscrit une assurance qui le protégeait contre les épidémies. Catastrophe le 17 mars, la compagnie d'assurance informait Randy qu'elle ne le couvrirait pas pour le Covid-19. L'article B2 des conditions complémentaires régissant votre contrat stipule que ne sont pas assurés les dommages dus au virus de la grippe et des maladies à prions, ainsi que dus à des agents pathogènes pour lesquels s'appliquent les niveaux 5 ou 6 de la pandémie de l'OMS au niveau national ou international. 2 mois plus tard, pourtant, c'est une renaissance. Le vestibule peut reprendre une activité sans avoir subi trop de dommages. Pour rester à flot, les tenanciers ont touché le chômage partiel. Et puis surtout, la compagnie d'assurance Helvetia fait savoir finalement qu'elle indemnisera les conséquences de la fermeture due au Covid. Et ça s'arrose. Ils sont partis du principe qu'environ 50% des charges qu'on a d'habitude n'étaient pas couvertes. Donc on a reçu environ 19 000 francs. Alors aujourd'hui, si on prend tout en compte, on est plus ou moins à zéro. Le Covid-19 a quand même eu des conséquences, mais le bilan est compliqué à établir. Difficile à dire. Alors c'est clair que sur un point personnel, en tout cas, j'ai assez bien aimé cette période dans le sens où voilà, il y avait tout qui tournait au ralenti. C'était une période assez bizarre, mais c'est vrai que pour un lancement de bar, c'est vraiment pas idéal, quoi. Pour nous, ce qui est difficile, c'est vraiment les 2 mètres entre chaque groupe de clients. C'est clair qu'on tourne à moitié de la capacité et puis on doit refuser du monde. Et voilà. Merci. Santé. On va s'en sortir si ça continue à progresser dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a une nouvelle vague, ça va être impossible à la surmonter. Merci. Santé. On était un petit peu pris de court, un petit peu surpris. Et on s'est vite débrouillé pour arriver à vendre différemment. C'est-à-dire qu'on a mis sur place un marché à la maison. On a demandé au coton un peu comment on devait faire. Et on fait des réservations et les gens viennent les prendre sur place. Ah, bah voilà. Ah, ok. Et du coup, ça, on paye tout là. Claude-Yvon Chevalier nous l'expliquait le 7 avril dernier. Le Covid a imposé une réorganisation express de sa vente de poissons, quand poisson il y a. La pêche n'est pas très bonne, mais on arrive quand même à commercialiser. Et puis les clients ont été fidèles et je dois dire que maintenant que les marchés ont rouvert, les clients sont au rendez-vous. Moi, je ne travaille pas beaucoup avec des restaurants, donc il n'y a pas eu énormément de conséquences. Mais tous mes collègues qui travaillent avec des restaurants, ils ont été impactés. Ça, c'est sûr. Ce vendredi 2 juin, sur le marché de Rolle, Claude-Yvon Chevalier a vendu son poisson en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. La ferra reste cachée et les perches capricieuses. Les brochets, pêchés au petit matin, ont très vite trouvé preneur. Il reste du brochet. Brochet, ouais, je prends du brochet, 300 grammes. On est très content que les marchés soient rouverts. Et puis on voit qu'avec les... Je me demande même pourquoi ça a été fermé, parce qu'avec les distances qu'on a ici, on aurait pu continuer. On a beaucoup plus de distance ici que dans les grands magasins. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De bonnes pêches, un petit peu moins de cormorans dans le lac, puis un peu plus de poissons. Bonsoir François. Bonsoir Malik. Alors, quelques-uns des personnages, on vient de les voir dans les reportages, d'autres étaient là ce soir sur le plateau, mais disons depuis la mi-mars, il y en a encore d'autres qu'on n'a pas vus. Vous avez fait
La tournée des commerçants, alors que sont-ils devenus? Écoutez, ils se portent plutôt bien. Tout le monde va plutôt bien. Les clients reviennent. Dans certains domaines, ils reviennent même assez massivement, donc c'est rassurant. Personne n'a dû licencier, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Mais l'avenir, bien sûr, reste réservé. Les comptes sont difficiles à faire, entre le manque à gagner conséquent pendant la période de fermeture et puis des reprises qui sont des fois quand même assez riches. Là encore, il faudra voir comment ça se passe. Dans le détail, dans le domaine de la mode, du prêt-à-porter, ça cartonne. Ça repart même mieux qu'espéré. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pris quelques kilos, donc évidemment, ils doivent un peu réajuster la garde-robe, donc ils ne se privent pas d'aller dans les magasins. Du côté des disquaires ou des libraires, c'est Noël avant l'heure. Alors, la distance, il a fallu faire la queue à l'extérieur, mais le livre papier garde vraiment une très belle cote. Les disquaires de Genève, eux aussi, un beau succès. Vous savez, ils avaient lancé une opération des achats à l'avance, des bons d'achat à l'avance. Ils ont réussi à récolter 10 000 francs, c'est ce qu'ils espéraient. Donc, de ce côté-là aussi, tout se passe bien. Et puis, un garden center très positif, fréquentation en hausse de 30%. Ils ont presque comblé le trou du manque à gagner. Et puis, il y en a d'autres où ça va moins bien. Oui, il y a quelques bémols, ça c'est sûr. Notre barbier d'Yverdon, alors son salon marche assez bien, seulement il était aussi à la tête d'un restaurant. Et là, la fréquentation est très très modeste et ça grince vraiment des dents. D'accord. Et puis, au niveau des aides, est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir été aidés? Alors là aussi, les avis sont plutôt favorables. Il y a eu des facilités pour les paiements de loyers. Il y a des propriétaires qui ont été compréhensifs. Et puis, presque tous ont souscrit des prêts garantis par les pouvoirs publics. Alors, il y a eu des utilisations parfois un peu partielles. Cela dit, ils vont tous les garder, pas les rembourser tout de suite, parce qu'on craint quand même, et ils le disent franchement, attention à une deuxième vague. Si une deuxième vague devait véritablement avoir lieu... Là, ce sera la catastrophe. Ce serait fatal pour la plupart de ces commerces. François Janet, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Puis je vous souhaite une bonne soirée puis un bel été. Belle soirée, bel été aussi. Avec la liposuction et la rectification des paupières, la pose d'implants mammaires est dans le top 3 des interventions esthétiques en Suisse. Une opération qui séduit avant tout des patientes jeunes, entre 24 et 35 ans. Mais il faut savoir que ce n'est pas sans danger. En 2010, éclate le scandale des prothèses mammaires PIP. Suite à une gigantesque fraude, 500 000 femmes à travers le monde se sont retrouvées avec du gel de silicone destiné à l'industrie et non à usage médical. Mais il n'y a pas que ça. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir Malik. Alors, vous, c'est un mail que nous avons reçu dans la boîte de l'émission qui vous a intrigué. Oui, c'est une jeune femme qui nous a écrit pour partager son expérience. Alors, voilà tout juste une année, elle décide de se faire opérer pour augmenter le volume de sa poitrine. Elle y a mûrement réfléchi et puis elle a envie juste de retrouver une poitrine plus jolie après la naissance de son enfant. L'opération se passe très bien, elle est contente du résultat et c'est après que les choses se gâtent, vous allez l'entendre. Elle a décidé de témoigner de manière anonyme pour se préserver. Première semaine, tout s'est bien passé. Et 5-6 jours après l'opération, j'ai commencé à me sentir... mes yeux me brûlaient, mon visage me piquait. J'avais l'impression de faire une allergie au pollen, en fait. Et puis en même temps, j'ai remarqué des cloques sur mes mains, en fait, qui se sont formées tout au long de mes doigts. Et ça me grattait vraiment très profondément, impossible à soulager. Le seul moyen que je puisse soulager tout ça, c'est de me gratter ces cloques et de les percer. Donc ça les faisait saigner et tout. Et au même moment, j'ai remarqué mon sein droit qui a commencé à sécher tout autour de l'aérole. Et mon sein a commencé à suinter. J'ai perdu du liquide et c'est de pire en pire en fait. Donc les démangeaisons, c'est plus seulement sur les mains, c'est tout au long de mes jambes, sur les mollets en particulier. J'ai des douleurs dans la poitrine, donc des douleurs qui sont parfois comme si on me piquait... depuis l'intérieur du sein avec des petites aiguilles. Donc je me suis dit, bon ok, peut-être que ça vient de mes chats, peut-être que ça vient de ma lessive, de mon parfum, de mon maquillage. Donc j'ai tout arrêté, j'ai vraiment tout arrêté. Et en fait, c'est toujours pire. Je me suis jamais sentie comme ça en fait. C'est une fatigue où genre, même si je dors 10 heures par nuit, je vais être épuisée le lendemain matin. Je me sens aussi toujours angoissée. En fait, je sens qu'il y a quelque chose... que mon corps veut pas avoir en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais depuis le départ, je le sens.
Ouais, c'est assez impressionnant, hein, Viviane. Alors bien sûr, cette jeune femme est allée immédiatement consulter un médecin. Qu'est-ce qui s'est dit? Des médecins, elle en a même vu plusieurs, à commencer par le chirurgien qui l'a opérée et qui lui a assuré qu'il n'y avait aucun lien entre ses symptômes et les prothèses qu'il lui avait posées, qui sont des prothèses comme celle-ci en silicone. Ouais. Elle a aussi vu son généraliste, un allergologue, un dermatologue, un gynécologue. On lui a prescrit des crèmes, de la cortisone, des antihistaminiques qui n'ont pas fonctionné vraiment. On a aussi vérifié que ces prothèses étaient bien en place, qu'elles n'étaient pas perforées. Rien n'a signalé non plus de ce côté-là. Et du coup, elle est restée un peu comme ça, sans savoir vraiment ce qui lui arrivait, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un site internet. C'est un site qui s'appelle le Breast Implant Illness. Ça veut dire la maladie des implants mammaires. Et là, ça a été la révélation, parce que je suis entrée sur ce groupe qui est privé. Et j'ai vu des tonnes et des tonnes de femmes avec les mêmes symptômes que moi. Je me gratte partout, j'ai des nausées. J'ai juste envie de crier, de pleurer. Je vais finir par aller voir un psy pour prouver que je ne suis pas folle. Elles vivent toutes pareilles que moi, et depuis leurs implants mammaires. Nous avons nous-mêmes sollicité un point de vue médical, celui de la Société suisse de chirurgie plastique, qui nous a répondu par écrit qu'aucune étude n'avait mis en évidence de lien entre ces divers symptômes et les implants mammaires. Reste que, et c'est un membre de cette même société qui nous l'explique, le silicone présent dans la prothèse transpire, passe à travers la membrane pour se retrouver dans le corps. Tous les jours, on ingère de grandes quantités de silicone sans le savoir. Dans beaucoup de bouteilles, il y a du silicone dans les rouges à lèvres, dans les dentifrices, dans les biberons des enfants, dans les seringues, dans les hôpitaux. Dans tout ça, il y a beaucoup de silicone et qu'on reçoit et sans que ça engendre des problèmes particuliers. Parce que le corps le tolère. Donc pour vous, ces femmes qui développent des symptômes, c'est qu'elles ne tolèrent pas le silicone? Très probablement ça. Ouais. Et ça représente quelle proportion des femmes? Très peu. Beaucoup moins que 1%. Dans les études que j'avais vues, c'est 0,1%. Il faut vraiment prendre au sérieux. Et vraiment, mon conseil, moi, c'est s'il y a un problème, il faut retirer les implants. Dans le doute, il faut le faire. C'est ce qu'a fait notre deuxième témoin, après avoir pris connaissance de témoignages d'autres femmes sur Internet. Les médecins ils disent la plupart que c'est inoffensif, ces implants, que c'est dans notre tête ou ces symptômes. Donc moi, je crois plus à ces femmes qui ont passé par là, qui ont retiré leurs implants et qui vont mieux après. Elle a donc demandé à son médecin de lui retirer ces deux prothèses. Mon médecin il me suit depuis 10 mois. Et il a pu voir déjà certains bénéfices. Alors j'ai plus de douleurs articulaires et musculaires, ça c'est vraiment un grand gain. J'ai plus mal à la nuque, aux épaules. Mes douleurs de ventre sont parties. J'avais une douleur chronique à la gorge que j'ai plus. Je me sens moins fatiguée, donc il y a vraiment déjà pas mal de points en 10 mois qui vont mieux. Notre premier témoin espère la même issue. Maintenant, je vais les faire retirer. Et ça, c'est sûr. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Je veux juste qu'on me les enlève et retrouver ma santé. Et j'espère la retrouver vite. Alors Viviane, vous avez tourné ce reportage début mars et depuis, il y a eu des changements. Par exemple, la femme qu'on vient de voir, ses implants, elle les a retirés. Oui, l'opération a eu lieu il y a à peu près un mois. Elle a été faite par un autre médecin dans un autre établissement que la pose des prothèses. Et puis, elle a été prise en charge par l'assurance de la témoin. Elle dit se sentir beaucoup mieux, même s'il y a encore un petit peu de fatigue. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces témoignages? Quel conseil est-ce qu'on peut donner? Prudence avec ce type d'intervention, même si elles sont aujourd'hui répandues, il ne faut pas les banaliser. Déjà, il y a le coût. Si on veut se faire une augmentation mammaire en Suisse, c'est quand même 9 000 francs. Ah oui, quand même. Et puis, il y a aussi le risque, même s'il est minime selon le médecin qu'on a entendu dans le reportage, le risque de développer des symptômes sans qu'on puisse l'anticiper, puisqu'il n'existe pas de test de dépistage qui permettrait de déceler les patientes à risque. Et puis surtout, vérifiez bien les qualifications de son médecin. En Suisse, la réglementation en matière de médecine esthétique, elle est peu restrictive, si bien que des praticiens pas assez formés, voire peu scrupuleux, peuvent exercer en toute liberté. D'accord, donc mieux vaut faire attention. Exactement. Viviane Gabriel, merci pour ces explications et pour ce reportage. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous aussi. La semaine dernière, on vous parlait des vacances de cette année 2020, dont on se souviendra longtemps.
Cet été, de très nombreux Suisses vont passer leurs vacances au pays. En fouillant dans nos archives, on a retrouvé une émission à bon entendeur qui témoigne d'une époque assez différente. Nous sommes en 1977. L'âge d'or du tourisme de masse et des séjours au bord de la mer, en Italie ou en Espagne, à des prix défiant toute concurrence. En 1977, on pouvait trouver une semaine de vacances aux Baléares, tout compris, vol, hôtel, repas, pour, tenez-vous bien, 195 francs. À bon entendeur avait voulu vérifier si les promesses de l'agence correspondaient à la réalité en envoyant un cobaye sur place. Eh bien, évidemment, ce n'était pas tout à fait ça. Regardez. Départ en avion le vendredi 9 septembre, destination Palma, puis Paguera. 60 000 Suisses vont à Majorque chaque année. La plupart, comme Luc, notre client, avec un billet d'agence, un petit sac de voyage rassurant et publicitaire, symbole des vacances organisées, et beaucoup de rêves. Paguera, ancien village de pêcheurs. Des pêcheurs qui, à Paguera, pêchent surtout par leur absence. Cette contrée, avec ses collines, ses pinèdes en grand nombre, ses baies romantiques aux splendides plages de sable, rappelle la Riviera italienne. Arrivé à l'hôtel Marie-Franche prévu dans le contrat. Complet, plus de place jusqu'à dimanche soir. Luc est envoyé d'abord à l'hôtel Porcel, complet lui aussi. Puis réexpédié à la résidence Creta, située à proximité. Grande chambre, salle de bain, mais très bruyante. L'ennui, c'est que la résidence Creta ne sert ni repas ni petit déjeuner, qui doivent être pris à 150 mètres de là, au restaurant Mississippi. Avec tout ça, Luc ne s'est toujours pas baigné. Il serait temps d'y songer. Et non, la mer, ce n'est pas encore pour cette fois, on redéménage. Une chambre s'est libérée à l'hôtel Marie-Franche. Au soir du 3e jour, il dormira enfin à l'hôtel qui était prévu dans le contrat. Hôtel Marie-Franche, à proximité du centre, un peu à l'écart de la rue principale, à 2-3 minutes de la mer. Le voici dans la réalité, le Marie-Franche, photographié sous le même angle. Les palmiers appartiennent à l'hôtel voisin. Quant à la mer, à 2-3 minutes, elle se trouve au-delà de ce mur de béton de 10 étages. En automne, en hiver et au printemps, le Marie-Franche ne reçoit le soleil qu'en fin d'après-midi. La mer, cette fois, il est vraiment temps d'en profiter. Il reste 4 jours avant le retour en Suisse. Ce petit village de pêcheurs est devenu un lieu de séjour des plus colorés. Atmosphère internationale et animation joyeuse dans un attrayant site balnéaire. Folklore. Sous ce rapport, il se passe toujours quelque chose. Kuoni offre à tout le monde la possibilité de changer de décor. En comptant le voyage, la location de la chaise de plage, les faux frais et les repas pris à l'extérieur pour éviter les hamburgers oignons confitures des premiers jours, Luc aura dépensé du vendredi au vendredi 663 francs.